Bonjour Frédéric Dulac, vous êtes le directeur d'EOLAS. Vous participez à un collectif réunissant 200 acteurs du numérique qui plaident pour un sursaut stratégique. Ils appellent à une réduction de la part d'achat public de solutions numériques étrangères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce sursaut stratégique, et pourquoi il est important? Oui, bonjour et merci pour cet entretien. Alors, il est important pour plusieurs raisons. Il est d'abord important dans le cadre de démarches un peu globales. Par exemple, je pense à ce qui se passe avec Gaia X, qui est un sursaut organisé par Orange et par d'autres acteurs européens pour arriver à recréer ou créer des acteurs du numérique européen. Ce qui se cache derrière ça, c'est en fait ce qu'on voit dans toutes les crises qu'on subit maintenant depuis quelques années. C'est-à-dire que à ce jour, le numérique est comment dire géré par des noms et des grands noms du type GAFA, etc., qui sont principalement des structures américaines et pour partie maintenant des leaders de demain seront chinois. Donc il n'y a pas de leader européen qui se dégage associé à ça. Dans un moment où on voit qu'il est important qu'en Europe, en France, on réinvestisse dans de l'emploi, qu'on réinvestisse dans notre indépendance et qu'on remette en place des plans d'investissement. On le voit au niveau des États, on le voit au niveau de l'Europe, etc., etc. Il y a la question de, sur le digital, qui est quelque chose de transverse, qui est quelque chose de très nouveau dans le monde de l'économie, puisque ça fait une vingtaine d'années, on va dire, ce type de choses-là. Comment on doit regarder ces éléments-là et comment on doit le mesurer. Il me semble important, malgré que ce soit diffus, qu'on ne retombe pas dans les travers qu'on a vus, par exemple sur les masques, par exemple, maintenant on voit sur la création de vaccins, etc., etc., et qu'on ait une indépendance. Alors, une indépendance, ça veut dire déjà une indépendance des savoirs, une indépendance de l'industrie. Et pour ça, il faut une politique d'investissement, une politique de l'offre. Parce que à ce jour, ne nous trompons pas, le gros de la croissance autour du cloud, le gros de la croissance autour du numérique se fait par des structures américaines et un petit peu chinoises. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont été en avance, et comme ils ont été en avance, ils ont capté des marchés. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des puissances financières qu'on n'a pas, qui font qu'un certain nombre de nos startups, un certain nombre de nos licornes se font racheter par ces entreprises américaines, par ces entreprises d'autres nations, et donc, après, détourne l'investissement et continue à faire que les leaders de demain ne soient pas en Europe. Donc ça, c'est le premier point qui est important moi, dans ma réflexion, dans ma démarche. Il y a un point essentiel aussi, c'est que le modèle européen n'est pas le modèle des autres grandes structures mondiales. Au niveau à la fois de notre manière de travailler, on le voit par exemple sur de la confiance, on le voit sur la RGPD, etc., etc. On n'a pas tout à fait la même culture. C'est bien ou c'est pas bien, tout le monde peut en débattre. Pour autant, notre culture est notre culture et nos territoires sont nos territoires. Donc c'est important qu'on explique aussi que notre manière de faire, elle est différente, elle est singulière et qu'il faut qu'on la préserve. Et donc c'est ces éléments-là, et moi ce qui m'intéressait aussi dans cette démarche-là, c'est que ce soit un réseau d'entreprises de toute taille et pas simplement que des grandes entreprises qui, bien sûr, sont visionnaires, ont du temps, etc., mais qui est aussi des acteurs de toute taille. Donc là, même si on est filiale de Business Decision, filiale d'Orange et donc filiale de grands acteurs, c'est que à un niveau local de PME, on se dit aussi, on lève le doigt et on dit, ben, nous, on veut faire partie de cet élément-là et on veut expliquer à tout le monde les risques qu'il y a de continuer à en fait dénaturer nos investissements. Pour prendre un dernier exemple, qui est connu maintenant de par le monde, on a une grande politique nationale il y a une dizaine d'années au niveau de l'écologie autour du photovoltaïque. Ça a été prouvé, il y a eu une étude qui est passée par l'Assemblée nationale qui montrait que 80% de des subventions qu'on faisait, en fait, profitaient à des marchés qui n'étaient pas des marchés français, qui n'étaient pas des marchés européens. À l'aune de un sou est un sou, c'est quand même dommageable et donc c'est important que on revienne sur des fondamentaux qui sont les nôtres. Voilà, c'est ça les premiers sujets qui inspirent votre question. Juste, je reviens dessus parce que vous placez les enjeux au niveau européen. Est-ce que la France a un rôle particulier à jouer? Alors la France a un rôle particulier à jouer de plein de manières. On est d'abord connu et reconnu comme ayant des ingénieurs
de très grand niveau. On est connu et reconnu comme un des leaders sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on est aux prémices de l'histoire. On ne sait pas ce qu'on fera demain, on ne sait pas ce qu'on fera après-demain. Ça donne des éléments où on a de la technicité, mais pas complètement les marchés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ces technicités, derrière se cachent des usages. Sans encore préjuger, est-ce qu'on accepterait en France qu'on soit vu tout le temps par des caméras, qu'il y ait la reconnaissance faciale et qu'on puisse vous dire, vous ce matin, en fait, vous êtes arrêté boire un café dans un bar avec quelqu'un qu'on connaît pas, etc. etc. C'est pas dans notre culture. Et donc ces éléments-là, pour qu'on respecte notre culture et nos usages, il faut que nos techniciens, ils soient employés par des entreprises qui elles-mêmes soient dans ces éléments-là. Et donc on a effectivement un rôle à jouer sur ces éléments-là. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est toutes les expérimentations qu'on a fait de par le temps autour des réseaux, autour de la diffusion des réseaux, etc., où on a là encore une très grande avance et très grandes expérimentations. Et c'est important pour nous de travailler ces éléments-là, je pense. Très bien. Justement, dans ce nouveau paradigme, quel est le rôle d'Eolas? Alors, le rôle d'Eolas, il est multiple. Il est d'abord au travers de notre maison mère Business Decisions, de respecter notre leitmotiv qui est de travailler autour de l'éthique et de la donnée éthique. Alors, ça veut dire quoi la donnée éthique? Ça veut dire que vous avez entendu l'or noir de demain, ce sera la donnée, etc. Cette image, elle est fausse. Parce que l'or noir, il y a un moment, quand on a pris tout le pétrole, il n'y a plus de pétrole. Quand on est sur de la donnée, une donnée, c'est important. Deux données, ça crée une information. Trois données créent encore plus de valeur. Donc la donnée se multiplie. Donc on n'est pas du tout dans une notion de rareté. Pour autant, elle se multiplie. Derrière, il peut en avoir des dangers, il peut en avoir des limites. Je reviens sur l'éthique et je reviens sur ma phrase précédente au travers de l'intelligence artificielle. Si on n'a pas des données qui sont traitées, qui sont éthiques, qui sont traitées dans le respect de nos lois et de nos usages, on va avoir demain des comportements pernicieux associés à ça. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est un point au sein de Business Decisions filiale d'OBS, on est dans cette démarche-là et on est le bras armé de ce management de la donnée éthique associée à ça. Ça va plus loin, ça va aussi dans la formation des jeunes. On a par exemple une école de la data au niveau de Business Decisions, où bien sûr on forme à de la technicité, mais on forme aussi à de la réflexion. Je garde cette vieille phrase qui a maintenant plusieurs millénaires, qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » et qui est complètement dans cette logique. Alors, nous, Eolas, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on fait des choses à notre taille. C'est-à-dire, des choses à notre taille, c'est d'être un spécialiste de l'Internet, d'être un spécialiste du monde du digital et d'essayer d'expliquer les choses. On a la chance de travailler dans ce métier-là depuis 25 ans et donc de voir un certain nombre de révolutions, etc. Ce qui se cache derrière ça, dans ce nouveau paradigme, c'est d'expliquer à nos clients, d'expliquer à vous, internautes, etc., ce qu'il en est, d'expliquer dans les écoles et d'être aussi dans les pratiques associées à ça. Donc, prendre un exemple de pratique, on le verra aussi après dans des cas certainement plus précis, c'est quand on regarde ce qui se passe dans des collectivités territoriales à ce jour, quand on regarde ce qui s'est passé depuis maintenant une décennie dans les collectivités territoriales. Prenez le cas des réseaux sociaux. On est passé de quelque chose qui était un gadget à quelque chose qui est utile et maintenant quelque chose qui est un fer de lance. Pour autant, on le voit dans des élections de par le monde, on voit aussi que les réseaux sociaux sont un merveilleux moyen de la désinformation. Et donc, notre rôle, par exemple, dans ce cas-là, c'est d'expliquer aux clients que non seulement il faut qu'ils forment, non seulement il faut qu'ils informent, mais il faut qu'ils apprennent à être réactifs pour lutter contre cette désinformation, pour eux-mêmes traiter ces éléments-là et être méfiants par rapport à ces éléments. Parce que tout le problème du digital, c'est que c'est plus diffus que la vie réelle. Donc, il y en a plus partout, mais pour autant, l'impact par rapport à une rencontre physique, l'impact, etc., est moins net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette démarche-là, on doit éduquer nos clients, on doit éduquer les clients de nos clients, on doit éduquer les citoyens, etc. Et ça fait partie de notre rôle en tant qu'agence digitale, en tant qu'hébergeur, de traiter ces éléments-là. D'accord, donc on a bien compris, la donnée éthique, c'est aller bien plus loin que les enjeux de compliance auxquels nous sommes habitués avec
les data. Vous évoquiez tout à l'heure les collectivités territoriales. Justement, on sait qu'avec cette nouvelle mandature qui s'ouvre sur ces 5 prochaines années, elles ouvrent également leur réflexion autour de leur transformation digitale. Comment, aujourd'hui, on peut réussir sa transformation digitale et durable dans nos collectivités territoriales? Alors, il y a plusieurs choses. C'est d'abord, effectivement, dans votre phrase, ce qui est important de souligner, c'est le mot « aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier et ce n'est pas demain. Il faut se rappeler quelque chose, c'est que depuis une dizaine d'années, l'Internet dans son ensemble, le digital dans son ensemble, est devenu le premier média de communication et d'interaction d'une collectivité avec ses citoyens. Alors, c'est vrai pour une collectivité, c'est vrai pour un service de l'État, etc., etc. Ça veut dire que des campagnes de communication qui avaient lieu en papier, qui avaient lieu en 4x3, il y a 5-10 ans, etc., et maintenant n'est plus prioritaire par rapport au digital. Un exemple, pas sur les collectivités, mais sur le service de l'État. Vous prenez sur les impôts, on est maintenant dans une situation où les impôts, en fait, la norme est de répondre en ligne. Et si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il y a dans ces cas-là d'autres systèmes. Ça, c'est le premier enjeu d'aujourd'hui d'une collectivité. C'est-à-dire d'être dans cette modernité, de dire ce canal, qui est le premier canal, comment je le traite. Et comment je le traite dans toute la complexité. La complexité de la désinformation, on parlait tout à l'heure, la complexité de la réactivité associée à ça, parce que une collectivité, c'est une petite entreprise quand on parle d'une petite commune, mais ça peut être un grand groupe quand on parle d'un grand département, quand on parle d'une grande ville, d'une grande agglomération associée à ça. Et donc chacun a ses problématiques et chacun a ses problèmes de réactivité. Ça a aussi quelque chose, c'est que ça porte des éléments légaux associés à ça. C'est-à-dire que c'est force de loi sur un certain nombre de choses, par exemple sur des devoirs de police, etc. Et donc la réactivité n'est pas toujours la même pour expliquer les choses par rapport à ces grands fondements qui sont les fondements de nos sociétés. Donc, sur ce point-là, la première chose, c'est de les accompagner, de dire il faut mettre en place de la réactivité associée à ça. La deuxième chose qui est importante, c'est de se méfier, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la désinformation. Et puis la troisième chose, c'est d'inventer le monde d'après. Et le monde d'après, ce qu'on entend à ce jour, on voit bien de quoi on parle. On parle depuis quelques années, on a plusieurs crises sociales, on a plusieurs crises majeures. La dernière est la crise sanitaire du Covid. Il y en a eu d'autres avant. Ça veut dire qu'une collectivité, elle doit se réinventer. Elle doit se réinventer et on doit l'aider là-dedans sur plusieurs choses. D'abord sur la confiance. C'est-à-dire que les données dont on parlait qui sont éthiques, il faut aussi qu'elles soient managées dans de la confiance. Donc, il faut des gens qui managent ça, par exemple, comme le fait chez OCD, derrière, et sur de la cyberdéfense pour protéger les collectivités. Parce que si demain, une collectivité, toutes les données qu'ils ont sur les citoyens sont piratées ou expliquées, ça peut être quelque chose de très complexe. Ça peut être un exemple. Ça peut être une deuxième chose dans la notion du monde d'après associé à ça, c'est de mieux interagir avec le citoyen. Alors, mieux interagir avec le citoyen, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire de la démocratie participative locale, la démocratie sur des thématiques, par exemple sur des projets. On peut imaginer demain de plus en plus sur des budgets participatifs, sur des référendums locaux, etc. etc. On est dans quelque chose où les expérimentations ont réussi. Il y a déjà à peu près 200 villes en France qui ont réalisé de la démocratie participative. On voit que dans le mandat de maintenant d'aujourd'hui et de le mandat à venir, ça va être un élément hyper important. Mais cet élément-là ne serait une réussite que si tout ce que j'ai dit avant fonctionne. Vous imaginez que si demain, un référendum au niveau local est piraté, on arrive dans quelque chose qui va être dommageable associé à ça. Donc ça, c'est un point sur lequel on va accompagner les collectivités. Il y a aussi un autre point, c'est la cohérence. La cohérence du digital. Parce que quand on dit le digital, en fait, derrière se cachent plein de choses. Alors, quand on parle des grands noms, on voit plein de choses, mais il y a plein d'usages. Il y a des réseaux sociaux, il y a des plateformes de gestion citoyenne, il y a des plateformes de communication, il y a des plateformes d'information, etc., etc. Et tout ça doit être cohérent, parce que si vous n'êtes pas cohérent, c'est comme ça qu'on retombe dans des risques de désinformation, etc., etc. Donc, sur ce point-là, nous, on pense pouvoir accompagner dans sa globalité. Alors, c'est nous et Eolas, mais c'est aussi nous, Business Decisions et Orange, accompagner dans la chaîne globale et de dire cette transformation, elle est nécessaire, elle doit être durable, elle doit être éthique et elle doit se faire avec calme. Et pour autant,
on est maintenant, au moins pour les collectivités territoriales, villes et agglomérations, dans un nouveau contrat de mandat. Donc l'objet, c'est d'expliquer aux élus, d'expliquer aux directeurs de la communication, aux différents DGA, aux DSI, que ces éléments-là, ça doit se faire dans une étape et dans un plan de route. J'aime bien l'idée de revenir sur un temps long et de dire sur un plan de mandat et de dire vous avez un mandat, vous avez 5 ans, 6 ans pour travailler et pour faire une vraie transformation comme une collectivité l'a fait par le passé, je ne sais pas, par exemple sur ses réseaux de transport, sur ses réseaux numériques, etc. Ça me paraît être un des enjeux majeurs de cette collectivité, de ce moment. Et beaucoup d'élus se sont fait élire et ont mis des éléments comme ça dans leur mandat. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que ça réussisse et qu'on réussisse collectivement sur ce point. Vous évoquiez le temps long. On a vu cette année que ce temps long pouvait être un petit peu chamboulé par la crise de la Covid que vous évoquiez. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un cas client? C'est la plateforme d'entraide que vous avez déployée à Lyon. Ah ben avec plaisir. Alors, cette plateforme, elle est née d'une idée folle qui a commencé à la ville de Grenoble, qui était le fait de dire mince, on va être confiné sous peu, comment on peut créer des réseaux d'entraide? Donc, on l'a fait pour la ville de Grenoble, on l'a diffusé après. Donc, effectivement, sur le cas de Lyon, il y a un cas assez exemplaire, euh, puisque c'est comme une grande ville, la deuxième ville ou troisième ville française. Ils ont levé le doigt quasi instantanément, ils ont dit OK, on va le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 48 heures, on a déployé une plateforme. On a déployé une plateforme d'entraide. Donc, cette plateforme d'entraide, elle s'appelle Lyon Voisins Solidaires. Et elle avait comme volonté de mettre en exergue et en relation des citoyens qui voulaient aider d'autres citoyens. Donc la ville ne faisait rien d'autre que de la mise en relation. Les aides, il y avait plusieurs types d'aides. Il y avait de l'aide aux devoirs, de l'aide pour imprimer des formulaires pour pouvoir se promener dans la rue. Alors maintenant, c'est un peu derrière nous, mais il y a un moment, ça a été bien utile. Pour aller faire des courses, parce que vous pouvez avoir un voisin qui ne peut pas se déplacer, etc. Donc c'était vraiment de l'aide locale entre voisins, entre personnes du même quartier, etc. Ça a très bien fonctionné. Alors, ça a très bien fonctionné de deux manières. D'abord, ce qui est très étonnant, et c'est là où on voit la nature de ce que c'est que la France, il y a eu plus de gens qui ont proposé de l'aide que de gens qui ont demandé de l'aide. Il y a un ratio à peu près 1 sur 4, 1 sur 5 associé à ça. Donc, on est de culture où quand on nous demande de l'aide, on en donne. Voilà. Et c'est vrai à Lyon, mais c'est vrai, on a ouvert une quarantaine de plateformes où il y a toujours le même ratio. Donc, il y a plus de gens qui ont proposé que de gens qui ont donné de l'aide. Donc, ça a mis de la relation associée à ça. Donc, ça, c'est la première chose qui a été faite et c'est parti comme une traînée de poudre. En une semaine, il y avait déjà plus de 500 demandes qui avaient été faites. Alors, ça a été aussi drivé par la communication de la ville de Lyon, etc., etc. Ça a été fait dans une très grande intelligence, puisque la ville de Lyon, après, le principe a été repris au niveau de la métropole de Lyon, pour à la fois utiliser ce qui a été fait à la ville de Lyon, mais le fédérer sur toutes les autres villes de la métropole. Donc, ça a permis comme ça d'avoir un échelon territorial plus neutre associé à ça. Ça a permis de donner des nouvelles idées. Par exemple, ça a permis de créer des réseaux d'entraide. C'est vrai à la ville de Lyon, c'est vrai autre chose, par exemple, à la ville de Grenoble. Les CCAS utilisent maintenant les gens qui ont levé le doigt en disant nous, on peut aider. Quand un CCAS a besoin d'aide dans certains quartiers, à certains moments, et il manque de bras, il réutilise en fait cette plateforme pour dire vous aviez demandé, vous avez proposé de l'aide, est-ce qu'on peut refaire? Et pour autant, c'était très nouveau et ça s'est fait instantanément sur le territoire. Ça a permis aussi de donner une autre pratique, c'est-à-dire la ville de Lyon se sont dit, mais en fait, c'est possible d'être dans l'hyper-interaction. Donc, ils ont développé une plateforme, alors nous, on l'a hébergée, mais on ne l'a pas développée, de diffusion des masques. Et ils ont décidé, au moment où on est sorti de la crise, de dire, politique publique, de dire, nous, on fournit des masques. Nous, ville de Lyon, on fournit des masques aux Lyonnais, venez les chercher. Comprenez bien que vous ne pouvez pas, tous les Lyonnais, venir le même jour à la même heure à la mairie, donc il fallait réserver le créneau, etc., etc. On a ouvert ça un vendredi, la diffusion a commencé le lundi et ça s'est fait sans heure. Oui, mais c'est typiquement ça pour moi, la modernité et ce que doit être le monde d'après, c'est-à-dire bien sûr des grands changements, etc., mais aussi des micro-événements et des micro-enjeux qui se font dans une démarche d'agilité, de test and learn et qui permet en fait de diffuser des succès, de les continuer si jamais c'est des succès ou de les arrêter si jamais la mayonnaise avait moins prise. C'est-à-dire que là, on a trouvé des ressources en période de crise. Ce que vous nous expliquez, c'est que ces ressources sont aujourd'hui pérennes. En tout cas, on peut les redéployer, les réutiliser. Donc, c'est un apport sur le long terme, finalement. Exactement, c'est tout l'enjeu. Alors après,
bien malin dit, est-ce que ceux qui ont levé le doigt dans cette période de crise, est-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils continueront? Moi, je pense néanmoins qu'il y a un réseau qui s'est créé, et donc ce réseau, il va être animé, et donc les personnes de bonne volonté resteront des personnes de bonne volonté. Après, chacun reprendra ce quotidien, ça sera un peu plus difficile, etc. Mais pour autant, ça pourrait aussi être réutilisé si jamais demain, il y a des périodes de confinement partiel, géolocalisées, etc., etc. Donc ça donne plus de valeur et plus de richesse et plus de moyens d'action pour la ville, et ça paraît être un point qui est fondamental dans ce que peut être le digital aussi pour tout le monde. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet échange passionnant, Frédéric Dulac. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite avec nous. Eh ben merci. Merci à vous. Bonne journée à vous.